Bien, dans la vidéo qui précède de cette série, je vous ai montré que l'entropie était quelque chose d'important pour comprendre ce qui se passe quand un système est en évolution. Il y a une loi qui dit, c'est le second principe, que l'entropie ne peut qu'augmenter, mais par contre, ce second principe ne vous dit pas ce que vous en faites. Vous avez deux possibilités, soit quand vous augmentez l'entropie, vous la gardez dans le système, et auquel cas vous allez perdre votre structure, soit, au contraire, vous essayez de la rejeter à l'extérieur de vous, et à ce moment-là, vous allez garder votre structure, voire même l'augmenter. Donc, il faut bien comprendre que le second principe de la vie, le second principe de la thermodynamique, pardon, n'est pas du tout en contradiction avec l'existence de systèmes vivants, puisque si vous raisonnez en flux d'entropie, c'est parce que vous êtes capable d'exporter de l'entropie vers l'extérieur que vous pouvez gagner de la structure à l'intérieur. C'est dès que ce flux vers l'extérieur est perturbé qu'à ce moment-là, vous commencez à avoir des problèmes à l'intérieur de votre système. Ou si vous préférez, vous ne pouvez pas considérer le système comme étant isolé de son environnement. Il y a toujours un environnement qui est là, soit pour accueillir l'entropie que vous voulez vous débarrasser, soit au contraire pour vous en donner si vous avez envie de prendre de l'entropie, ce que je vous déconseille fortement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un système qui, lui, est toujours isolé de l'extérieur, c'est l'univers tout entier. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez pris l'univers tout entier, on ne sait pas bien dans quoi baigne l'univers. Donc, du point de vue, ce qu'on sait, c'est que il est en expansion. Et ça, on comprend pourquoi il doit être en expansion, sur un point de vue anthropique, c'est parce que, comme on n'arrête pas de déverser de l'entropie dans cet univers, il faut bien que le volume augmente pour pouvoir accueillir toute cette entropie. Et donc c'est pour ça qu'on peut expliquer qu'on a un univers en expansion et non pas un univers statique. Parce que si on avait un univers statique qui n'était pas capable de changer de volume, qu'est-ce qui se passerait? On déverse de l'entropie parce qu'on veut se complexifier, et puis à un moment donné on sature le volume, et donc on peut plus arrêter l'évolution, la révolution s'arrête. Le fait qu'on ait un univers qui soit en expansion, comme on l'observe, prouve que l'évolution ne s'arrêtera jamais. Et on pourra toujours aller vers plus de complexité et plus de structure grâce à cet univers dans lequel on peut déverser toujours plus d'entropie. Alors, c'est ça qu'on va explorer un petit peu, cette idée. Et évoluer, ça veut dire vivre. Donc ça va nous amener à poser ce qu'on a appelé avec un médecin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurent Schwartz. On a appelé ça l'équation de la vie. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la clé pour ce qui nous concerne de ce que c'est qu'un être vivant. Et l'équation de la vie, on l'a simplifiée. Elle peut être beaucoup plus complexe que ça, mais on l'a mis dans sa plus simple expression. Elle est très facile à retenir, c'est A égale B plus C plus D. On a les 4 premières lettres de l'alphabet, A égale B plus C plus D. C'est-à-dire que vous partez de quelque chose qui est une unité, on va appeler ça l'aliment, et vous allez créer 3 parties. Comme vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, si je pars d'une unité que je divise en 3, j'augmente l'entropie. C'est-à-dire que là, je dis qu'il y a eu une augmentation d'entropie. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec cette augmentation d'entropie? 3 choses. On peut faire de la biomasse, ou si vous préférez de la structure. On peut aller vers des systèmes plus structurés. On peut faire de la chaleur, c'est-à-dire faire varier la température vers l'extérieur. Ou alors, on peut générer des déchets. C'est-à-dire qu'on va générer des structures qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais qui sont forcément là parce qu'il a bien fallu couper cette entropie. Je vous rappelle que l'entropie augmente, et donc il faut bien qu'il y ait des déchets pour accepter cette variation d'entropie. Alors, lorsque on regarde ça d'un petit peu plus près, eh bien on voit que cette biomasse, elle peut s'exprimer de multiples façons. Donc là, j'ai pris juste l'exemple d'un sol, c'est un bon exemple d'un système qui génère de l'entropie. Et si vous regardez un sol, vous voyez qu'il y a plein d'espèces qui vivent là-dedans. Et il faut savoir que toute biodiversité est associée donc à une augmentation d'entropie. C'est-à-dire que plus il y a d'espèces, plus il y a d'entropie.
Et c'est ça, en fait, qu'on doit rechercher toujours, augmenter l'entropie, mais pas la garder dans le système, mais l'évacuer vers l'extérieur sous forme, l'idéal, c'est de l'évacuer sous forme de chaleur. Parce que, pourquoi? Eh bien, la chaleur a cette caractéristique, c'est qu'elle peut correspondre à ce qu'on appelle un rayonnement infrarouge, et que ce rayonnement infrarouge, il peut partir dans l'espace intergalactique. Alors que si vous faites des déchets, ben la matière, elle va rester dans le système, et on sait très bien, parce qu'on le voit en ce moment sur notre planète, à force d'accumuler les déchets, ben, on se déstructure aussi. Parce que les déchets, c'est de l'entropie. Hein. Et l'entropie doit être exportée hors de la Terre. Et la seule façon d'exporter de l'entropie hors de la Terre, c'est par un rayonnement, par une onde électromagnétique. C'est comme ça qu'on permet donc de pouvoir faire apparaître la complexité. Alors on le voit bien ici, chaque objet va en fait avoir une capacité à générer de l'entropie. Et quand je dis chaque objet, c'est bien sûr un système vivant, mais c'est aussi une molécule. Tout peut être quantifié dans ce qu'on appelle un potentiel d'irréversibilité, c'est-à-dire quelle capacité je peux avoir à faire varier l'entropie par une unité de temps, en créant par exemple des nouvelles molécules, ou au contraire en créant de la chaleur, ou en créant des déchets. Chaque fois que chaque molécule a sa substance, a cette capacité à créer de l'entropie, et l'idée c'est de toujours aller vers plus de création d'entropie, qu'on va évacuer sous forme préférentiellement de chaleur. Alors ici, on va prendre un exemple, pour que vous compreniez comment ça marche. C'est le spectre d'émission du Soleil. On sait que le Soleil éclaire la Terre, et je pense qu'on vous avez tous appris à l'école que c'est grâce au Soleil qu'il y a toute cette biodiversité terrestre. S'il n'y avait plus de Soleil, eh bien, il n'y aurait pas cette biodiversité. Regardons ce qui se passe. Ben, le Soleil, il éclaire la Terre sur une longueur d'onde qui est de 0,5 microns. À peu près 500 nanomètres, c'est le maximum de l'émission solaire. On retrouve la loi du corps noir, c'est-à-dire que si je chauffe à une certaine température, un corps, eh bien, il émet de la lumière. Et quand vous chauffez donc à 5800 Kelvin, qui est la température à la surface du Soleil, eh bien, cette surface va émettre, d'après la loi de rayonnement du corps noir, une lumière qui va être à 0,5 microns. Je vous rappelle que cette lumière à 0,5 microns, ça correspond à une énergie de 400 zettojoules. Et n'oubliez jamais que le Soleil brille tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de déverser de l'énergie sur la Terre, ce qui fait que si vous n'avez pas un moyen de réémettre cette énergie, je vous rappelle qu'il y a un principe de conservation de l'énergie, si le Soleil met de l'énergie, elle doit être réémise. Eh bien, vous le voyez, la Terre est elle-même un corps noir, et elle réémet sur 10 microns. Et regardez ce qui se passe, c'est que bien sûr, 10 microns, on a moins d'énergie. Dans un rayonnement à 10 microns, on n'a que 20 zettojoules contre 400 zettojoules en incidence. Mais quel est le rapport qui est de 400 à 20? C'est un rapport 20. C'est-à-dire que pour un photon jaune qui arrive, j'ai 20 photons infrarouges qui repartent. Ah oui, mais un photon qui en crée 20, l'entropie a donc augmenté. J'ai donc bien exporté mon entropie sous forme d'infrarouge en créant plein de photons. Et comme je fais cet export d'entropie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Terre gagne de la structure. C'est ce qu'on appelle la biodiversité et la biomasse. Donc vous voyez, le mécanisme il est simple. Le Soleil, en fait, n'apporte pas de l'énergie parce que j'ai la même énergie avant et après. Par contre, c'est une source de basse entropie. Il émet peu de photons, et ensuite la Terre, elle, va en émettre beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on augmente l'entropie de l'univers, et c'est dans cette augmentation de l'entropie de l'univers qu'on va pouvoir structurer de la matière. Alors, voilà, on peut le mettre de façon un petit peu plus générale, parce que là j'ai pris un exemple très particulier, mais en fait c'est vrai de toutes les étoiles. Il y a des lois qui nous apprennent, par exemple, que l'entropie par unité de volume est proportionnelle au cube de la température. Donc, ce qui fait que si vous connaissez la température d'un objet, vous connaissez son contenu anthropique. Et là, c'est donc le cas du Soleil. Je peux aussi transformer ce contenu anthropique en nombre de photons pour un système qui émet de la lumière. Ça peut varier aussi comme le cube de la température. Il y a juste le facteur numérique qui est différent. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris le Soleil. Il a une entropie donc de 218
microjoules par Kelvin et par mètre cube, qui correspond donc à 4385 protons par femtomètre cube pour cette température. Le Soleil émet vers la Terre, mais émet aussi vers le vide intergalactique. Il y a aussi des rayons du Soleil qui s'en vont et qui n'atteignent pas la Terre. Le vide, lui, il a une température de 2,7 Kelvin, ce qui correspond, vous voyez, à une énergie qui est beaucoup plus faible, et surtout, dans le vide, on n'a que 436 photons par centimètre cube. Donc on voit bien que le vide est une source de basse entropie pour le Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, en brillant, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse de l'entropie dans le vide intergalactique. Et c'est comme ça qu'il va gagner de la structure. Ça veut dire quoi, gagner de la structure? On sait très bien que dans le Soleil, il y a cette réaction qui se passe. C'est-à-dire que vous avez au départ des atomes d'hydrogène qui sont séparés, et vous allez les souder pour faire un noyau d'hélium. Et ensuite, vous allez prendre des noyaux d'hélium, les souder pour faire du carbone, puis vous prenez ensuite de nouveau le carbone pour faire de l'oxygène. Et vous voyez, plus l'étoile vieillit, plus elle fabrique des objets complexes. Parce qu'elle a le vide intergalactique qui accueille toute cette entropie qui génère, et cette flux d'entropie vers l'extérieur permet au Soleil de se structurer. Donc en fait, le Soleil est un être vivant, parce que si on reprend l'équation A égale B plus C plus D, regardez ce que fait le Soleil. Il prend de l'hydrogène, c'est A, l'aliment. Il crée de la biomasse, pour lui c'est de l'hélium. Il crée bien sûr de la chaleur, on le sent, et il crée un déchet qui s'appelle les neutrinos. Parce que ça, c'est des particules de la physique quantique qui existent. On sait que le Soleil émet aussi des neutrinos qui emportent de l'entropie. Et c'est comme ça que le Soleil peut créer des structures, des atomes, à partir de protons dispersés, on peut créer des atomes, parce qu'on a un flux de neutrinos qui emporte de l'entropie vers l'espace. S'il n'y avait pas ce flux de neutrinos et cette chaleur, ben on resterait à un état dispersé de protons, on n'aurait pas d'atomes. Donc on voit bien que cette loi, elle est typique des êtres vivants, mais elle est aussi typique en fait de toute matière. Toute matière qui se complexifie doit exporter de l'entropie vers l'extérieur. Et ça, c'est vrai pour la matière vivante, aussi bien que pour la matière non vivante, à moins, évidemment, de dire que le Soleil est un être vivant. Vous avez le droit. Si vous êtes en chamanisme, et si vous prenez toutes les grandes traditions philosophiques, par exemple la tradition égyptienne, le Soleil, qu'on appelait le dieu Ra, était le symbole de quelque chose de vivant pour les Égyptiens, le Soleil. Bah, pour la physique et l'entropie, oui, le Soleil obéit à l'équation de Davis, c'est-à-dire A égale B plus C plus D. Chaque fois que cette équation est là, vous pouvez dire j'ai un système vivant, même s'il n'a pas l'apparence avec de la peau, des os et un squelette. Il a la caractéristique de créer de l'entropie et surtout de l'exporter sous forme de chaleur ou de rayonnement. Le Soleil utilise les neutrinos comme astuce supplémentaire. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, notre seule possibilité, c'est de produire plus de chaleur d'infrarouge pour aller vers l'extérieur. Voilà donc une équation qui est fondamentale, qu'on appelle l'équation de la vie, qui est simple à retenir parce que vous avez juste à retenir les 4 premières lettres de l'alphabet. Et puis, bon, aliments, biomasse, chaleur, déchets, ça tombe bien parce qu'on est en français. Je laisse le soin au traducteur de cette vidéo de trouver les termes équivalents en anglais. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais en français, on a cet avantage que A égale B plus C plus D, c'est facile à retenir. Bien, dans une autre vidéo, on regardera maintenant non plus le Soleil, mais la Terre, pour voir comment aussi se comporte cette planète vis-à-vis de l'entropie. Parce que s'il y a des flux d'entropie en provenance du Soleil, il y a aussi des flux d'entropie en provenance du sol terrestre.